Le mois dernier, l'association Bain de Livres Bucherbad a proposé un podcast sur la langue et la communauté portugaise. Celui-ci peut se réécouter depuis notre site internet www.baindelivres.ch, onglet podcast ou directement depuis notre SoundCloud Bain de Livres. Notre objectif ? Donner en quelques minutes des pistes de compréhension quant à l'immigration de nombreuses communautés en Suisse, mieux saisir la place et l'importance de ces cultures dans le monde, chez elles et chez nous, créer des liens pour rapprocher les gens aujourd'hui et ici, valoriser les différentes cultures qui font la Suisse actuelle, parler de cette diversité incroyable constituante essentielle de notre environnement. Aujourd'hui, nous cherchons le soleil et nous glissons auprès de la communauté espagnole. L'espagnol est la 5e langue étrangère la plus parlée en Suisse après le portugais, l'anglais, l'albanais et le serbo-croato-bosnien. L'espagnol est la langue officielle de 20 pays, Espagne en Europe et très nombreux pays d'Amérique latine. Elle est la 4e langue la plus parlée au monde après le mandarin, l'anglais et le hindi, et la 3e langue internationale après l'anglais et le français. 10% des hispanophones habitent l'Espagne, 3e plus grand pays d'Europe après l'Ukraine et la France. L'Espagne, c'est environ 47 millions d'habitants, 5 fois et demi la Suisse, 5 fois le Portugal. Environ 85 000 Espagnols vivent aujourd'hui en Suisse, dont 25 000 qui y sont nés. 85 000 personnes, c'est l'équivalent de la ville de Lucerne ou du canton de Schaffhouse. En comparaison avec les ressortissants portugais, c'est 3 fois moins de personnes pour un pays 5 fois plus grand. Waouh ! Beaucoup de chiffres. Est-ce que ces 85 000 personnes comprennent également les émigrés d'Amérique latine ? Non, environ 150 000 personnes parlent espagnol en Suisse, 85 000 Espagnols et 65 000 Sud-Américains. La plus grande concentration de Sud-Américains se trouve à Genève, où ils représentent la moitié des hispanophones. Ces émigrés sont soit arrivés directement depuis l'Amérique, soit, comme notre ami Gustavo, ont d'abord transité par l'Espagne. Vous vous demandez qui est Gustavo ? Gustavo est né en Uruguay d'une mère espagnole et d'un père russe. Dans sa jeunesse, il a émigré une première fois à Barcelone en Espagne. Puis, au moment de la crise économique espagnole, dans les années 2011-2012, il émigre une seconde fois de Barcelone à la Tour de Paix où il vit aujourd'hui. Gustavo est un de nos collègues animateurs et musiciens. Nous avons réalisé une très belle interview de lui. Celle-ci est visionnable sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet www.baindelivres.ch, onglet vidéo. Lorsque j'étais enfant, il y avait dans ma classe plusieurs camarades italiens et quelques espagnols. Mon meilleur ami à la Mathieu était d'ailleurs d'origine espagnole. De quand date l'immigration espagnole en Suisse ? Les Espagnols sont arrivés avec les Italiens, dans les années 60 et 70. Pour comprendre cette immigration, il faut faire un peu d'histoire récente. Sortie indemne de la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse des années 50 connaît une forte croissance économique. Elle s'alimente sur le marché frontalier, principalement italien, pour combler ses besoins de main-d'œuvre. Au début des années 60, la conjoncture est toujours excellente et les chantiers d'envergure sont légion, dans la construction des infrastructures autoroutières et des grands barrages, notamment. Les industriels peinent à trouver de la main-d'œuvre à proximité et recrutent toujours plus loin. C'est ainsi qu'en 1961, la Suisse conclut des accords avec l'Espagne et favorise une émigration importante, particulièrement depuis la Galice, région située au nord du Portugal, plus pauvre que ses voisines. On cite souvent une phrase de Max Frisch qui dit « Ils voulaient des bras, ils eurent des hommes ». Cette phrase signifie-t-elle que les premiers émigrés furent mal accueillis ? Les industriels des années 50-60 pensaient que leurs besoins en main-d'œuvre étrangère seraient temporaires et cherchaient à réaliser une rotation de main-d'œuvre étrangère afin d'éviter son installation. Dans les années 60-70, ils se rendent compte que ce besoin devient endémique et on commence à parler d'assimilation et d'intégration. La période est délicate. La Suisse connaît ses premières initiatives xénophobes, plus connues sous le nom d'initiative Schwarzenbach, qui reflètent les craintes de certains de subir une surpopulation étrangère. Toutefois, une partie de la population, notamment les églises et les syndicats, est sensible au sort de ces émigrés, souvent logés dans des baraquements peu salubres et privés de leur famille. C'est ainsi aussi le moment d'initiative en faveur de leur intégration, comme l'initiative Être solidaire.
Que doit la Suisse de 2021 à ces migrants de la première heure ? Les étrangers venus en Suisse entre 1960 et 1975 ont bénéficié de peu de mesures d'accompagnement. Ils ont été utilisés comme de la main-d'œuvre bon marché, à laquelle il était accordé très peu de considération. Les conditions étaient très difficiles pour obtenir le regroupement familial et tout était mis en œuvre pour les empêcher d'obtenir un statut de séjour durable. Ces règles pouvaient fonctionner avec une main-d'œuvre qui venait gagner pendant quelques années de quoi mieux démarrer dans son pays d'origine. Mais c'était inhumain pour les gens qui restaient plusieurs années de suite. Ceux qui sont restés, dans les années 70, ont dû braver beaucoup d'embûches pour offrir à leur famille des conditions de vie décentes. Ils sont aujourd'hui à la retraite, s'occupent de leurs petits-enfants, sont en EMS. On leur doit beaucoup de considération. Les Espagnols venus en Suisse dans les années 60-70 sont-ils tous restés ? Non, la plupart sont retournés dans leur pays d'origine. Certains n'ont fait que quelques saisons. Certains ont perdu leur contrat de travail au milieu des années 70, lorsque la crise pétrolière a fait pression sur les emplois, ou au début des années 80, évitant à la Suisse des taux de chômage reportés sur les pays d'origine. Certains sont rentrés chez eux, au moment de la retraite. Certains, partagés entre l'envie de rester ici auprès de leurs enfants et celle de retrouver le village d'origine, font la navette. L'immigration espagnole a-t-elle perduré depuis les années 60 ? La mort de Franco, en 1975, a-t-elle changé quelque chose à cette immigration ? Oui. Les Espagnols ont vécu une guerre civile sanglante de 1936 à 1939, suivie d'une dictature qui dura de 1939 jusqu'à la mort du dictateur en 1975. En 1975, la monarchie fut restaurée et le premier roi mit en place une transition démocratique. De 1975 à 2007, l'Espagne connut une réussite économique qui fit naître l'idée d'un miracle économique espagnol. À partir de 1975, donc, les mouvements d'émigration espagnole sont plutôt dirigés vers l'Espagne, avec également l'accueil de nombreux émigrés d'Amérique latine. En 2008, l'Espagne subit très fortement la crise économique mondiale, avec des taux de chômage qui sont montés jusqu'à 26% dans la population et même 56% chez les jeunes âgés de moins de 25 ans. Depuis 2010 donc, la Suisse a recommencé d'avoir une migration d'origine espagnole. Des gens du domaine de la construction, des patrons qui ont perdu leur entreprise, et aussi des jeunes très formés dans la médecine et d'autres secteurs universitaires. Cette immigration continue-t-elle aujourd'hui ? Elle est moins forte depuis quelques années, mais oui, le solde migratoire est toujours positif. En 2020, le taux de chômage des jeunes en Espagne est encore de 40%. Les conditions de travail sont souvent assez précaires, avec très peu de filets sociaux. Les vestiges de l'absolutisme persistent, surtout dans l'agriculture, où le roi, l'Église et les détenteurs de titres de noblesse se partagent l'essentiel des terres. Les différences de revenus entre les plus riches et les plus pauvres sont très importantes. 21,6% de la population espagnole vit en dessous du seuil de pauvreté, et l'Espagne est l'un des pays développés avec la plus grande pauvreté infantile. La migration reste une solution à disposition pour tenter d'améliorer sa situation personnelle. On a vu, avec le podcast sur la communauté portugaise, que la création du Portugal datait du XIIe siècle et que le pays connut un âge d'or maritime au XVe et au XVIe siècle. L'histoire espagnole est-elle similaire ? La monarchie catholique espagnole rayonna également sur le monde grâce aux richesses ramenées des colonies. Mais avant cela, l'Espagne connut déjà un Moyen-Âge éclairé, partagé entre le royaume arabo-berbère d'Al-Andalouse au sud et les royaumes chrétiens au nord. De 711 à 1492, l'Espagne est essentiellement musulmane. Avec la présence d'une grande communauté juive, les séfarades, elle rayonne scientifiquement, artistiquement et intellectuellement, permettant des transferts culturels entre civilisations antiques, arabo-musulmanes, hébraïques et chrétiennes. À la fin du XVe siècle, les chrétiens reconquièrent le Sud avec, en dernière date clé, la conquête de Grenade en 1492, année également de la découverte de l'Amérique latine par Christophe Colomb pour le compte des rois d'Espagne. Toute cette richesse historique et culturelle fait de l'Espagne d'aujourd'hui le deuxième pays le plus visité au monde par les touristes. L'Espagne, ce ne sont pas seulement des plages et du soleil, ce sont également une grande diversité de villes, de musées, de paysages. D'ailleurs, on y retrouve certains combats indépendantistes, dont le combat des langues.
Au Bibliobus Bain de Livres, certains lecteurs nous demandent si nous avons des livres en catalan ou nous reprennent lorsque nous parlons de l'espagnol en disant castillan. Qu'en est-il ? Au Moyen Âge, les langues de la péninsule ibérique se fixent autour de 3 grandes familles, le portugais, le castillan et le catalan. Toutes 3 sont des langues romanes issues du latin. Le catalan est parlé en Catalogne, dans la région de Valence et aux îles Baléares. Comme le relève Gustavo dans son interview, le catalan est plus proche du français que le castillan. Dans les régions catalanes, les gens parlent autant castillan que catalan et passent sans difficulté d'une langue à l'autre. En Espagne, on trouve également du galicien en Galice et du basque au Pays basque et en Navarre. Le basque est la plus vieille langue européenne encore vivante, précédant la colonisation gauloise. Le galicien est apparenté au portugais. Seul le castillan est langue officielle pour toute l'Espagne. Les autres langues du pays ne sont officielles que dans leurs régions respectives. Et comme le témoignent certaines interpellations de lecteurs, le combat autour des langues reflète des combats plus profonds d'autonomie des différentes provinces. Entre unité et diversité, je crois qu'on tient là la conclusion de notre podcast en faisant un lien vers nos bus Bain de Livres. La question s'est posée à nous, d'avoir des livres en galicien ou en catalan. Et la réponse est venue d'elle-même par un ami hispanophone qui nous a ramené dans ses bagages des livres de ces 2 régions. Avec la petite étiquette bleu clair de l'espagnol, on trouve donc dans nos 2 bus des livres en castillan, catalan ou galicien. Et lorsqu'on les écoute, enregistrés sur nos lecteurs MP3, on peut même les avoir avec l'accent sud-américain.